Salut à tous et bienvenue à l'IDEM, la grande école des arts créatifs et du numérique du Soleil. Vous avez bien compris, nous sommes ici en pays catalan dans un contexte favorable pour cette première émission, la grande première de 13 Mag. On va parler bien sûr de rugby à 13 et du rugby à 13 français avec nos championnats d'élite 1, d'élite 2, de national, mais également les féminines. Il y aura des invités autour de ce plateau pour nous parler un petit peu de leur fin de saison et leurs espérances pour les compétitions à venir. Et puis, deux reportages. Le premier, ce sera du côté de Pia sur le 3/4 centre des baroudeurs Thomas Ambert. Il y aura également sa famille autour de lui, son père Marc, son oncle Philippe. Et puis, notre curiosité nous a poussé du côté de Villegayenc-Aragon, où nous avons rencontré les dirigeants du club du Varl 13, les fameux sangliers, qui nous ont expliqué comment ils ont fait depuis tant d'années pour s'accaparer des joueurs néo-zélandais. On en connaît beaucoup. On connaît Louis Anderson, Vinnie Anderson, mais également John Veigafa. Voilà, nous avons été admirablement reçus du côté de Villegayenc. On s'est régalé et on vous montrera donc ce reportage d'ici quelques minutes. Et avec nous, eh bien, le président de la Fédération française de rugby à 13, Dominique Balou. Bonjour Dominique. Bonjour Alain Bonariès. Ravi de vous accueillir sur ce plateau de l'IDEM. Dominique Balou, 67 ans, ex-prof de sport, chef d'établissement, qui vit actuellement à Saint-Géry, marié, 2 enfants, qui est le frère de Vincent, ancien joueur également de l'Aréole 13, vous-même ancien joueur de l'Aréole 13, mais également de Toulouse, également d'Albi, de Toulouse, Jules Julien et de l'Escure. Est-ce que j'ai tout juste, Dominique Balou ? Absolument. Alors parfait. Pourquoi avoir réalisé et créé surtout une émission sur le rugby à 13 en France, 13 Mag ? Alors, notre mandat actuel, qui a débuté en décembre 2020 et qui va s'achever cette année après les Olympiades par une nouvelle élection, a été placé sous le signe de la croissance. Croissance des licenciés, croissance de l'activité, croissance des revenus et forcément croissance des images diffusées du rugby à 13. Parce que notre objectif de réinscrire le rugby à 13 dans la culture sportive populaire demande que le grand public puisse se réapproprier ce magnifique sport qu'est le rugby à 13. Et puis cette année, c'est une année particulière, sachant que ce sont les 90 ans du rugby à 13 en France. Et oui, 90 ans, 6 avril 34, nous sommes en 2024 et donc nous fêterons effectivement ces 90 ans qui seront marqués par plusieurs événements. Le premier a eu lieu pour lancer cette 90e année à Perpignan, à Gilbert Brutus, par le match Dragon catalan sélection française. La deuxième étape sera à Marseille le 7 avril avec les 2 demi-finales groupées de Coupe de France lors derby. Et puis nous aurons une troisième séquence à Toulouse, au stade Ernest Vallon, avec le double crunch France-Angleterre, féminine et masculin, ce samedi après-midi 29 juin. Bref, un sacré programme en perspective, Dominique. Alors, il y a aussi un projet qui vous tenait à cœur, je crois, c'est l'organisation de la Coupe du Monde féminine. Ça, ce serait a priori pour le 2029, mais également pour le 13 fauteuil en avant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je veux rappeler l'épisode douloureux de l'arrêt de la Coupe du Monde 2025 qui a fauché notre rêve et notre ambition d'organiser en France cette Coupe du Monde 2025. Qui de fait s'est reprogrammé dans l'hémisphère sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2026. L'International Board a décidé dorénavant de séparer, après l'édition 2026, les compétitions hommes, femmes et fauteuils pour retrouver une Coupe du Monde spécifique. Et donc 2028 sera l'année d'une Coupe du Monde féminine et 29 fauteuils. Et donc Para-Rugby 13, plus exactement. Et donc, nous avons candidaté pour l'organisation de ces 2 phases finales de Coupe du Monde, pour lesquelles nous avons bon espoir. Bien, alors le rugby à 13 en France, c'est également des joueurs français qui évoluent à l'étranger. Il y en a 6 qui jouent en Super League, 6 qui jouent en Championship. Ça aussi, on imagine que c'est une belle perspective pour le 13 de France, pour l'émulation du rugby à 13 en France.
Bien sûr, plus le nombre de joueurs qui jouent au plus haut niveau sera important, mieux ce sera pour notre rugby à 13. Mais je veux aussi souligner que la fédération a souhaité dès cette année réassocier les joueurs d'élite 1 à cette équipe de France, parce que c'est une question de fond que de vouloir redonner l'appétence pour les épreuves internationales à nos joueurs d'élite 1 qui ont, ne l'oublions pas, beaucoup de qualité, beaucoup de talent. J'en veux pour preuve l'évolution de notre rugby à 13 dominical. Et donc ces joueurs, certes, ne composeront pas en majeure partie la future équipe de France, mais quand même sont appelés pour certains d'entre eux à y figurer. Avec les Dragons, bien sûr. Bien évidemment, avec les joueurs des Dragons et ceux du Toulouse Olympique. Ah, c'est un vrai duel à distance, là. Thomas Valette, Fred Kamel, on en avait rêvé, mais la Fédération française de rugby à 13 l'a fait. Hein. Vous êtes en forme, messieurs? Ça va très bien, merci. Allez, très bien. Alors, on va parler un petit peu du classement, parce que pour l'instant, eh bien, on sait bien que les Carcassonnais sont actuellement les leaders de la compétition de championnat élite. Les Pianinques, progressivement, eh bien, ont grignoté quelques places au fil de la saison, ces dernières semaines notamment. Il y a très certainement un choc à venir entre les deux équipes, non, peut-être? Oui, on doit se rencontrer, donc ce sera un gros choc. Donc Carcassonne qui est le leader, donc toujours compliqué de se confronter à ce qui se fait de mieux. Après, c'est un match à domicile, la ferveur de Pia, recevoir une équipe comme Carcassonne, c'est toujours quelque chose de très important pour nous, pour le club de Pia qui se développe et qui a un public de plus en plus nombreux. Donc nous, on attend ça avec grande impatience. Oui. Frédéric Kamel, actuellement, tout roule pour vous, premier au classement. Vous êtes en train de prendre une nouvelle dimension. Est-ce que ça va durer ? Ben, on essaye de travailler depuis plusieurs années maintenant sur la régularité et depuis 2019, on est toujours dans les deux premiers. On a joué les 6 finales sur les 6 dernières possibles, donc on va essayer cette année d'en jouer une 7e et pourquoi pas une 8e. Mais voilà, nous on essaye vraiment de mettre de la qualité dans notre jeu, de donner du plaisir aux gens qui viennent au stade, c'est ce qu'il en ressort. Et on trouve que ce championnat grossit d'année en année, est de plus en plus spectaculaire. Et voilà, on va aller à Pia, on sait ce qui nous attend là-bas, on sait que l'année dernière on y avait perdu, donc ça va être un gros match. Et voilà, une fin de saison qui est quand même intéressante parce que il y a plein d'événements qui se profilent. Vous parliez de qualité. Alors, quelle est justement la force principale cette année de Carcassonne 13 ? Mais on essaye d'adjoindre les deux. Teddy Sadawi est plus en charge de la défense, moi un petit peu plus de l'attaque, mais on essaye de faire évoluer notre jeu parce qu'on est attendu chaque année et on essaye de mettre un petit peu de nouveauté dans notre philosophie de jeu, dans notre plan de jeu. Et pour l'instant, ça marche. On marque autant de points du côté gauche que du côté droit. Donc voilà, on essaye de trouver les espaces, de créer justement les espaces pour les copains, et c'est ce qui marche, c'est ce qui plaît aussi. Donc on essaye de faire perdurer tout ça, c'est le plus difficile. Bon, c'est très équilibré, on a bien compris. Thomas Valette, même question par rapport à Fred. Pierre est monté en puissance donc au fil des semaines. Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui ? Alors notre force, je pense qu'elle vient aussi des années précédentes. On sait où on est, on sait pourquoi on est là et comment on y est arrivé. Parce qu'il y a encore quelques années, on était en élite 2 et encore en dessous. Donc aujourd'hui, on sait que c'est le travail qui a fait qu'on en est là. Et donc les qualités de cette année, je pourrais dire que c'est la solidarité. C'est une équipe un peu revancharde où il y a beaucoup de joueurs d'élite 1 qui ont de l'expérience, qui ont gagné des titres et qui voudraient partir par la belle porte. Et avec des jeunes qui sont là pour réaliser leur rêve aussi et gagner des matchs, se confronter à des belles équipes. Donc voilà, les qualités que l'on a, c'est au niveau du côté des joueurs, c'est ça, c'est la pugnacité, l'envie de bien faire, la cohésion, et du côté du club en général, c'est œuvrer main dans la main, tous ensemble, pour faire grandir ce club qui se structure, puisqu'avant il n'y avait pas d'école il y a l'école de rugby, il y a les féminines, il y a des juniors, donc voilà, tout est dans
on est dans le vert là, à Pia, et on espère que ça va continuer. Le vert espérance, c'est ça. Dominique Balou, quel regard vous portez sur Carcassonne et Pia? Alors, c'est une belle représentation de la diversité des clubs d'élite 1. Nous n'avons pas un championnat monolithique avec des clubs identiques, etc. C'est bien sûr, par certains égards, une des faiblesses de notre championnat. Mais d'un autre côté, c'est une grande richesse parce que on voit bien qu'un club installé dans le haut de la hiérarchie du rugby à 13 français depuis de longues années, Carcassonne, qui travaille bien, qui est un des plus gros budgets, qui a un projet sportif abouti, appelle à se surpasser des équipes et des clubs un peu plus modestes, qui sont en élite 1 depuis moins de temps, mais qui sont quand même aussi sur une trajectoire de travail très intéressante et qui, en tout cas, tous les dimanches, donnent un spectacle de qualité, et c'est bien ça le plus important. Bien, exactement. Alors, dans ce top 6, on retrouve évidemment Carcassonne et Pia, on vient d'en parler, mais il y a également Albi, Limoux, Lézignan et Saint-Estève 13 Catalan qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc là aussi, ça va se jouer à très peu de choses. Quelle est l'équipe la plus redoutable à affronter selon vous? Carcassonne. Hormis Carcassonne. Donc. On les a pris en coupe, donc voilà, on n'a pas eu le meilleur des tirages. Donc voilà, il y a les Albi et Carcassonne qui se détachent assez largement. Puis après, il y a, sans être voilà, le ventre mou, c'est pas péjoratif, mais des équipes comme Lézignan, Limoux, donc Lézignan, Limoux. C'est Saint-Estève 13 Catalan et nous-mêmes qui allons se batailler la 3e, 4e, 5e, 6e place. Et je pense que ça va se jouer même sur la dernière journée, puisqu'il y a des gros chocs sur la dernière journée qui vont décider du classement final, sachant que bien sûr toutes ces 4 équipes veulent finir 3e ou 4e pour pouvoir recevoir un quart de finale à domicile. Donc la bataille s'avère acharnée. Donc là, voilà, stratégiquement, tactiquement, techniquement, physiquement, il va falloir être là au bon moment. Et voilà, nous, on est sur 6 victoires consécutives. C'est bien pour nous. On espère que ça va continuer. Le sprint final est parfaitement lancé. Frédéric Kamel, à part Pia, que vous redoutez, ça on a bien compris, qui reste à affronter et peut-être à éviter. Qui vous n'aimeriez pas prendre sur cette phase finale? Après, honnêtement, il n'y a pas une équipe, ça serait malhonnête de dire qu'il y a une équipe qu'on veut éviter. Non, pas du tout. Toutes les équipes sont redoutables, elles ont des points forts, des points faibles. Mais bien malin, qui peut dire aujourd'hui qu'il va finir 3e, 4e? On a vu que Limoux avait perdu en Coupe de France face aux Catalans. On a vu aussi que Albi était tombé à Lézignan. Donc, oui. Je pense que tout le monde est capable de battre n'importe qui sur un seul match. Donc oui, en effet, il va y avoir une grosse bataille entre le 3e et le 6e pour savoir qui va finir barragiste à domicile. Ça va être vraiment un gros impact. Il va y avoir la Coupe de France au milieu pour des équipes comme Lézignan et les Catalans qui vont devoir gérer ça aussi, en plus du championnat. Donc c'est un petit avantage pour Pia et qui peut justement avoir un week-end de récupération et regarder ce qui se passe aussi autour. Mais non, il n'y a pas de petites équipes et je pense que les 6 peuvent être champions de France. Donc ça laisse tout ouvert. Thomas, est-ce qu'on sent qu'il y a de la motivation un peu plus exacerbée par rapport aux semaines dernières? On sent que c'est les phases finales qui approchent vraiment dans le vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, les phases finales, ça a une saveur particulière, on le sait tous, hein, qu'on a été ancien joueur, entraîneur ou dirigeant. On sait que ce qui fait cette saveur, c'est qu'on sait qu'à ce moment-là, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut rabattre toutes les cartes et sur un match, tout peut arriver. C'est ce qui fait aussi la magie, notamment des coupes ou des petites équipes, soi-disant petites équipes peuvent arriver à gagner des titres. C'est la même chose là sur les phases finales. C'est ce qui permet de motiver les joueurs, et notamment par rapport à notre équipe de Pia, on a des joueurs, comme je le disais, revanchards, d'expérience. On a des joueurs qui ont joué en Super League comme Benjamin Julien, Jason Baïtiri. Et bon, je ne vais pas citer tous les joueurs de qualité qu'on a, mais ces joueurs-là voudraient bien finir. Et du coup, voilà, ça fait partie de ces éléments-là qui sont forts. Voilà. Je vais vous poser une question piège à tous les deux. Frédéric, si vous aviez l'opportunité d'aller piocher comme ça du jour au lendemain un joueur de Pia pour l'intégrer dans votre effectif, vous prendriez qui?
Une question piège, je vous l'avais dit. Ah, il y en a quelques-uns intéressants, mais un seul. Je vais dire peut-être Florent Vaillant, qui est quand même qui est encore jeune, qui a encore une grosse marge de progression et qui progresse, là, qui revient bien après les péripéties qui lui sont arrivées. Là, je le trouve en forme sur les derniers matchs, mais voilà, un joueur très intéressant. Un joueur à récupérer du côté de Carcassonne? Moi, je prendrais le facteur X, le joueur qui peut marquer n'importe quand, qui peut faire basculer un match. Ah, je crois savoir qui c'est. Escarré. Morgan Escarré, Oui. l'ancien arrière des Dragons catalans, bien évidemment champion avec Wigan, rappelons-le, avec la Super League. Alors, on parlait d'élite 1, on va rester sur l'élite 1, parce que figurez-vous que nous avons rencontré, vous le savez aussi bien que moi, Thomas dernièrement, un autre Thomas qui est de chez vous, Thomas Ambert, le 3/4 centre emblématique de la formation de Pia, un gars attachant, tout le monde le sait ça aussi. Et d'ailleurs, nous avons demandé dernièrement aux joueurs de l'équipe de nous le qualifier par un adjectif. Et assurément, ce sont eux les joueurs qui en parlent le mieux. Écoutez plutôt. Déconneur. Flemmard. Fidèle. Hargneux. Déterminé. Disjoncté. Amoureux. Cassoulet. Artiste peintre. Artiste, peintre et amoureux. Ça, c'est assez extraordinaire. Ils sont sympas, vos joueurs. C'est un joueur atypique, c'est un sacré personnage qu'il est difficile de qualifier d'ailleurs. Je pense j'y étais, ils ont eu du mal à trouver des adjectifs où ils en avaient trop, parce que c'est un joueur... presque j'allais dire qu'on aime ou qu'on déteste, mais non, même pas, parce que tout le monde l'aime, même ses détracteurs l'aiment. C'est un joueur qui est là depuis de longues années, il a commencé très tôt en élite, il a une histoire, il a un nom, et malgré ça, il reste humble. On a l'impression que malgré la carrière qu'il a eue, les titres qu'il a eus, le rugby à 13, c'est un jeu pour lui, et ça fait du bien aussi enfin, des fois c'est pas toujours facile parce que voilà, il faut aussi qu'on pose un cadre, hein. Mais voilà, il a quand même cette quête cette envie de gagner, cette hargne qui fait que ce joueur un peu atypique est attachant et fait vivre un groupe, est important dans la vie d'un groupe, parce que voilà, il permet aussi de détendre l'atmosphère quand il y a trop de pression, et il permet aussi justement quand on a besoin de gagner, de se mettre, de changer de face pour montrer que voilà, Thomas Ambert, il n'est pas fini et il veut bien finir. Bref, c'est l'artiste, en fait, tout simplement. Oui. Et l'artiste peintre, d'ailleurs, puisqu'il est peintre en bâtiment dans la vie de tous les jours, puisqu'il a son entreprise sur Pia, et ça, nous le savons. Alors, c'est Adrien Domer qui disait qu'il était amoureux. Alors, amoureux de qui, on n'en sait rien. Certainement de son épouse, ça, du moins, on l'espère. Oui. Mais également de son club, ça, c'est évident. Le Pia 13 Baroudeur. Regardez plutôt, c'est un reportage signé Céline Bruel et Mathieu Duclos. En terre de rugby à 13, voici Pia. Un village catalan marqué par la saga des Ambert. Après son grand-père, Daniel, dont le stade porte son nom, son père, Marc, ancien international du club, et son oncle Philippe, ancien joueur puis président, voici Thomas, qui évolue chez les Baroudeurs. J'avais 5 ans, les premiers entraînements à l'école de rugby. J'en ai 33, donc je vais faire le calcul. Ça fait quelques années que je foule la pelouse ici, quoi. Et pourquoi ? C'est un peu comme une religion, comme une coutume. Hein. De tout petit, on est baigné dedans. Et après, voilà, les copains et tout, ça fait que ça perdure, ça continue. Et on se régale, on prend du plaisir à venir. C'est comme une deuxième maison, quoi, pour nous. Allez, go, ça va ? Au Baroudeurs depuis toujours, à l'exception d'un petit crochet chez les voisins Saint-Estèphe 13 catalans. Là, on est sur 3 fois par semaine. Ouais, 3 entraînements semaine. On essaye de faire 2 muscu et la troisième, un peu plus light, la veille du match. Voilà. Un rythme soutenu pour Thomas, qui a déjà annoncé que c'était sa dernière saison. Je pense qu'il a le droit de se reposer. Donc, il voulait déjà arrêter l'année dernière. Je me suis battu pour qu'il reste parce que voilà, c'est un garçon on avait besoin de lui. Et il le prouve parce qu'il fait une super saison, je dirais même mieux que l'année dernière. Donc voilà, Thomas, c'est l'enfant du village, c'est le garçon qui fera tout ce qu'il faut pour que le club puisse arriver aux objectifs qu'on s'était donnés. Et je sais qu'il va le faire vraiment. J'ai confiance en lui à 100%. Là. Mais en Salanque, la saga Ambert n'est surtout pas terminée. Son fils, Dustin, évolue à l'école de rugby, une fierté de plus pour cette grande famille. Ça, c'est les premiers maillots, 63-64, je crois. Et donc, c'était mon père qui avait ce magasin, à Perpignan, les 100 000 plateaux des magasins de vêtements, que mon frère a repris par la suite. Voilà. Donc, on avait déjà la publicité maillot dans ces années-là. Après, c'est des maillots, ils sont épais comme ça. Et le jour où il pleuvait, il faisait 200 kilos. Donc, avec un lacet, c'est bon pour s'étrangler. Enfin, bon. Mais c'était les premiers, voilà, les tout premiers.
Là, on est en 2006. Bon, je suis président au milieu avec tous les dirigeants de l'époque. Certains ont disparu, malheureusement. Et cette année-là, on gagne la Coupe de France et on est champion de France. C'est le doublé, c'est très difficile à faire parce qu'il faut quand même un effectif un peu large. Et voilà, il faut être très performant sur tous les dimanches. Et sur 2 tableaux, c'est très dur. Avec Thomas Ambert comme joueur phare, les Pialinques redoublent d'ambition en cette fin de saison avec, pourquoi pas, un titre de champion de France. Bien, après l'élite 1, place désormais à l'élite 2. Ah bien, nous avons aujourd'hui un privilège puisque nous avons des champions de France autour de cette table. Bonjour Alex Pagès, le coach d'Illier-sur-Tête. Bonjour. Bonjour Nicolas Burgoffer, le talonneur de l'équipe d'Illier-sur-Tête. Bonjour. Comment allez-vous messieurs? Ça va et vous? Parfaitement, tout va bien. Écoutez, quand on est entre trésistes, tout va bien. Alors, pour parler un petit peu de votre équipe qui aujourd'hui tourne pas mal, puisque vous êtes actuellement 2e au classement derrière Villefranche, donc on peut dire que comme l'an dernier, mais écoutez, c'est un 3/4 de saison qui est réussi. Pour le moment, oui. Après, voilà, on est encore pointilleux sur des petits détails pour essayer de rester second, mais d'autres équipes peuvent aller chercher la seconde place. Est-ce que c'est dur de repartir sur une saison après un titre de champion de France? Oui et non, parce qu'il y a l'euphorie du titre, donc voilà, la ville est derrière, donc tout le monde est derrière. Après, les meilleurs joueurs partent. Voilà, ça c'est le plus dur, voilà, de recadrer tout le monde, de refaire un groupe, garder les joueurs au club, c'est très compliqué après. Évidemment. Nicolas Burgoffer, vous êtes aussi le capitaine de cette équipe des maraîchers, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça, les maraîchers. Donc écoutez, qu'est-ce qui fait... Même question pour Thomas Valette et Fred Kamel tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que IE13 est en pleine forme olympique, on dira? Forme olympique, ça je ne peux pas dire encore, on verra à la fin de la saison. Mais ce qui fait notre force, c'est un peu le fait que la quasi-totalité des joueurs soient des gens issus du village, quoi. C'est ce qui fait notre solidarité et ce qui a toujours été notre force. Et de plus, c'est tout ce qui a été mis en notre faveur durant l'année dernière, les phases finales. Tout l'engouement que ça a créé, je pense que ça nous épaule beaucoup durant cette saison. Très intéressant ce qu'il vient de nous dire. Vous avez 17 joueurs, je crois, qui sont issus du club. C'est bien ça? Oui. Des joueurs du village d'ailleurs. Issus de l'école de rugby, tout petit. Après, ils sont partis faire des pigeons juniors élite. Et maintenant, il y en a certains qui reviennent. Et voilà, c'est très bien pour le club. Et justement, l'école de rugby derrière pousse encore. Enfin, voilà, on a les anciens aussi, les Galiatotes, qui font les anciens Dieu-13 qui ont aussi une équipe. Enfin, voilà, oui, il y a un bon engouement. Après, la commune aussi qui nous suit derrière. On essaye, voilà, avec nos moyens, on essaye de monter au maximum. On a compris, c'est une grande famille, il y a un esprit club forcément. C'est cet esprit-là qui fait que vous avancez? Ouais, voilà, c'est ça. C'est, comme je l'ai dit, c'est des gens dits, on se connaît depuis qu'on est tout petit, on a tous grandi ensemble. Les entraîneurs, c'est nos entraîneurs, mais c'est aussi nos amis. Pour certains, c'est la famille, on joue entre cousins aussi. C'est un peu ce qui fait notre différence face à de grosses écuries contre lesquelles on peut jouer encore aujourd'hui, quoi. Dominique Balou, IE13, la patrie d'un certain Jean Gallia, ça vous parle, on imagine? Évidemment, à plus d'un titre. Évidemment, le nom de Jean Gallia résonne dans la tête et dans la mémoire de tous les trésistes. Mais il fait partie de ces clubs qui donnent du corps à cette élite 2, qui restent performants d'une saison sur l'autre. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure qu'ils avaient été champions de France la saison dernière. La fédération n'avait pas pour autant validé le ticket de montée en élite 1. Parce que le dossier avait un certain nombre de fragilités et on comprend bien que les villes qui hébergent du rugby à 13 ont besoin d'avoir une certaine dimension pour pouvoir permettre à leur club de figurer au plus haut niveau. Mais nonobstant, ce rugby à 13 illois est vraiment un rugby à 13 de qualité qui, encore une fois, donne du corps à cette élite 2. Très bien, alors... À ce sujet, vous parliez tout à l'heure, on a fait illusion à Villefranche, ou Loup de Villefranche, qui avait perdu un final l'an dernier face à vous, qui sont très ambitieux cette année. On a au bout du fil un certain David Collado. Est-ce qu'il est là, David Collado, le coach de Villefranche de Rouergue? Bonjour David. Bonjour, salut Alain, salut à tous.
Bon, David, aujourd'hui, bien, les Bleus et Rouges, tes Bleus et Rouges sont leaders du championnat. On imagine que forcément, c'est quelque chose qui te ravit. Oui, bien sûr, c'est toujours une satisfaction. Ça valide un peu le travail fourni depuis le mois d'août par les joueurs et le staff. Et là, c'est pas non plus le faire en soi. Ce qui va compter, c'est les matchs qui vont arriver avec les phases finales, et c'est ces matchs-là qui vont compter pour la suite. Mais on est quand même satisfait, bien sûr, d'être premier. L'objectif de début de saison, c'était d'être dans les 2 premiers pour recevoir une demi-finale. Donc pour l'instant, ce premier objectif a été atteint, donc c'est quand même une satisfaction. Bien voilà, les phases finales qui arrivent à grands pas. L'an dernier, vous aviez échoué sur la dernière marche face aux Catalans d'Ille-sur-Tête. Donc cette année, on imagine que forcément, l'objectif, c'est le plan de shot, c'est ça? Oui, bien sûr. Après, c'est pas parce qu'on le veut qu'on va y arriver. Mais en tout cas, quand on démarre une saison, avec la finale perdue l'an dernier, les joueurs, le staff et les dirigeants avaient à cœur de se remettre au travail pour essayer d'aller chercher un titre. Maintenant, on a tout fait pour essayer d'y arriver, mais la vérité sera sur le terrain, donc on n'a aucune garantie, et c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Mais bon, oui, effectivement, si on peut, on ne se privera pas d'aller chercher le titre, bien sûr. Est-ce qu'on sent que d'émulation autour de ces phases de finale qui approchent, au niveau bien des supporters, bien sûr, mais de la municipalité éventuellement? Est-ce qu'on sent qu'autour des Rouergas, il y a vraiment beaucoup d'attentes? Oui, l'engouement, automatiquement, avec les résultats, ça permet quand même d'avoir une bonne dynamique. Le club, en plus, va avoir une passation de pouvoir en termes de dirigeants, puisque le président Galquier a annoncé qu'il se retirait à la fin de la saison, après long bail et beaucoup de travail, et un très bon travail. De nouveaux dirigeants arrivent, donc automatiquement la dynamique change également, et avec les bons résultats, ça draine quand même du positif autour du club, ce qui amène de nouvelles personnes au club, un peu plus de supporters et de bénévoles. Donc je pense que les résultats aident justement à ce que l'engouement soit meilleur cette année que peut-être les années précédentes. Et où en êtes-vous au niveau de la politique de formation du côté de Villefranche de Rouergue? Moi, depuis que je suis arrivé à Villefranche, ça faisait partie de mes priorités, parce qu'aujourd'hui, aller chercher un titre, c'est bien, mais pourquoi faire? Dans quel objectif? Qu'est-ce que ça peut donner derrière? Donc aujourd'hui, le rugby à 13, même si c'est un beau sport, on ne peut pas négliger la formation. Donc le club travaille depuis pas mal d'années maintenant pour essayer d'être représenté dans toutes les catégories des jeunes. Et avec l'année prochaine, en plus, l'entrée en compétition d'une équipe U19, certainement, on est en train de travailler dessus pour que les U19 l'année prochaine soient compétitifs au niveau supérieur, si jamais on y arrive, pour que le club soit vraiment représenté partout. On arrive à travailler avec Cahors actuellement, où une entente se passe très bien. Donc voilà, petit à petit, le club travaille, ça porte ses fruits, mais il y a encore beaucoup de travail encore dans le domaine de la formation pour étoffer encore les effectifs, car c'est pas une région très attractive pour les jeunes, avec beaucoup de choses. Donc le club travaille dans ce sens-là, ça fait partie de la priorité du club, en tout cas au niveau de la formation. Bien, on a bien compris, le chantier reste ouvert du côté de Villefranche de Rouergue. Un grand merci David Collado et bonne suite pour la fin de la compétition. Allez, nous allons enchaîner sur l'élite 2, puisqu'il n'y a pas que Ile-sur-Tête, évidemment, il y a également les Villefranchois, mais aussi le club de Villegayenc-Aragon, les fameux sangliers du Cabardès, qui aussi réalisent une saison d'exception en attendant peut-être mieux dès la fin du printemps. C'est un reportage qui est signé Céline Bruel et Mathieu Duclos. Au pied de la montagne Noire et à une longueur de passe de Carcassonne, voici le territoire du Cabardès. Entre les vignobles, 2 villages à fort accent trésiste associés pour le meilleur, Villegayenc et Aragon. Ce joli village d'Aragon avec ses 500 habitants et son proche voisin Villegayenc, 1500 âmes, et son complexe sportif flambant neuf, pour le plus grand bonheur du coach. Donc nous allons avoir une salle de muscu et on va agrandir cet espace ici, ce lieu de vie, en accueil pour faire les repas. Et ensuite, on a aussi deux terrains annexes qui sont finis d'être construits, donc 2 terrains qui sont éclairés. Il tourne à droite, et toi, en face. Des infrastructures d'exception tout simplement uniques en élite 2. Un complexe digne d'un club pro financé par la mairie. Je vous dis ici, il n'y aura jamais de 15 et c'est le 13, voilà. Et même il y a du foot où ils ne sont pas mauvais, mais il y a plus de monde au rugby à 13
qu'au foot. Oui, c'est un village rugby. Ou plutôt 2 villages rugby, où les 30 dirigeants bénévoles du club œuvrent sans relâche, notamment pour financer les 200 000 € de budget annuel. C'est peu les mairies, si vous voulez, qui financièrement, bon, on apporte une subvention annuelle au club. Après, on aide beaucoup à travers nos équipes techniques du village. Quand il y a des manifestations qui sont organisées, soit à Aragon, soit à Villegayenc, bien sûr, notre personnel communal prête la main. À Aragon, par exemple, chaque année, il y a un festiveuf qui regroupe entre 200 et 400 convives. Donc c'est toute une organisation, il faut monter des tentes, enfin voilà. Tout ça, c'est la mairie qui le prend en charge. Après, le financement du club, c'est plus avec des partenaires. Voilà que ça se fait. Chez les Sangliers, on compte de jeunes joueurs, mais aussi un pilier d'exception, Tyrone Poe, 47 ans. Passé par Limoux et Carcassonne, le colosse néo-zélandais est un exemple de longévité. Salut les gars. Check, check. Zoé, Lio, Biche. Hop, ça va tout le monde là? Oui. La vacance, va bien? Joueur, mais aussi éducateur à l'école de rugby, quel est donc le secret d'une telle longévité? Je sais pas, c'est des jeunes, c'est des jeunes qui toujours m'ont poussé derrière, allez papy, quelques mots comme ça, des fois ça s'enlevait un peu, alors après c'est le passion de rugby à 13 ans. Ouais, c'est ça. Le Varl a su attirer au gré des saisons de nombreux joueurs néo-zélandais comme Tyrone, une singularité en élite 2. On parlait tout à l'heure de John Waigafa qui a débuté à Limoux et qui a fini au Varl. Il a épousé une fille de Villegayenc, ça s'est fait comme ça, tout bêtement. Et voilà, des gens adorables. De Vincent Boulf aussi, qui nous a rendu de sacrés services, parce que c'est des gens qu'on ne présente plus, qui est maintenant du côté de la Réole, on est toujours en relation. Et puis surtout de Vincent Anderson, qui est arrivé de Nouvelle-Zélande, qui avait fait la NRL, puis qui avait joué en Super League, et puis qui est arrivé un beau jour à Carcassonne, qui a fait quelques saisons à Carcassonne, qui a perdu ou gagné des finales, je ne me rappelle plus beaucoup, et puis qui nous a rejoints, parce que déjà il y avait Tyrone Poe, il y avait John Waigafa, entre eux, c'est la famille. Voilà. Une grande famille qui vise une fois de plus le titre de champion de France, après celui remporté en 2018. Bien, n'oublions surtout pas le fameux Festibuff du 8 juin prochain, puisque nous sommes cordialement invités, et toute l'équipe de 13 Mag, évidemment, sera présente ce jour-là pour une journée, semble-t-il, très festive. Et bien, sur ce plateau, on va passer sans transition de l'élite 2 au féminin, au rugby féminin, mais dans un cadre très particulier, puisque nous recevons Pierre Bonhomme, qui réalise des affiches d'exception, n'est-ce pas, Céline Bruel, notre journaliste préférée? Eh bien oui, en fait, on a voulu inviter Pierre parce que tu es manager des DS, ce qui n'est pas rien. Oui. Et puis surtout, tu fais des images très décalées. Tu as voulu déployer une com assez différente sur les DS. Alors tu vas nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce ton un peu particulier pour parler des DS. Ben, la première des choses, c'est que sur les réseaux, il y a plein de choses, donc il faut se démarquer, il faut être original, voilà. Et bon, on n'est pas toujours les meilleurs du monde, mais donc ayons de l'autodérision et si on arrive à avoir un regard nouveau, on arrive à faire des choses sympas. Alors justement, avoir un regard décalé, c'est bien, mais est-ce que c'est pas finalement se tirer une balle dans le pied? Parfois, on fait des images qui tournent un peu en ridicule les joueuses. Oui, bah le ridicule, on essaie d'éviter quand même. Non, je pense pas. Les retours qu'on a sont quand même très positifs et on fait parler de nous de la bonne des manières. En tout cas, je l'espère. Alors, il faut quand même qu'on parle de toi. Toi, tu es un passionné de 13. Je t'ai souvent croisé à Brutus voir les matchs des Dragons. Et tu es particulièrement, tu as une passion pour les DS, un club que tu soutiens énormément. Pourquoi justement avoir voulu s'emparer de cette communication? En quoi c'est important aujourd'hui d'avoir une com efficace pour un club comme les DS? Ah ben, la com, ça sert à plein de choses. Déjà, ça sert à rassembler les joueuses, à les faire venir, à les faire découvrir notre sport, à faire venir du public. On essaye, on se bat, on y arrive petit à petit. Les partenaires, c'est vital. Bon, tous les gens sur ce plateau le savent, mais pour les associations comme les nôtres, c'est complètement vital. Et aussi par rapport aux institutionnels. Voilà, donc on utilise des moyens un peu décalés, on est très présent sur les réseaux.
on néglige aucune méthode. Les sponsors, c'est important d'avoir cette visibilité-là à travers les affiches, mais aussi les highlights, ceux qui sont diffusés sur les réseaux sociaux? Oui, j'en suis persuadé. Alors le retour pour une entreprise qui nous soutient, certains peuvent l'estimer limité, mais on donne le max et on fait les choses avec cœur et c'est très apprécié. Alors il faut préciser que dans la vie, tu t'occupes de Boîte à Clous, qui est une entreprise qui crée des spectacles, qui produit des spectacles en Occitanie. Ça t'aide aussi à faire ces images? Tu as des atouts? Comment tu fais concrètement? Est-ce que c'est accessible à tout le monde de faire ces affiches-là? Oui, complètement. Moi, j'ai essayé d'importer un peu mes méthodes que j'utilise professionnellement sur le rugby féminin. Alors bon, bien sûr, je bénéficie d'outils de qualité payants, mais aujourd'hui, des logiciels, je peux dire non, Photoshop, bien sûr, qui est très connu, mais aujourd'hui, il y a une multitude d'outils gratuits qui permettent de faire des coms super sympas. D'accord. Ok, merci beaucoup d'être venu avec grand plaisir ici sur notre plateau. Merci à tous les deux, merci Céline Bruel, merci Pierre Bonhomme. C'est assez extraordinaire ce que vous faites. On imagine que beaucoup de clubs vont vouloir vous copier bientôt. Tant mieux. Voilà, si les clubs masculins copient les féminines, c'est pas mal. Exactement, ça changera un petit peu. Votre regard sur le... Sur le rugby à 13 féminin, bien évidemment, c'est un vecteur de développement essentiel. Luc Lacoste aimait à dire qu'il fallait écrire une histoire, l'histoire du rugby à 13 féminin. Nous sommes toujours sur cette vision, sur cette ambition, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons au-delà de la vie des clubs, à une structuration nationale de ce rugby à 13 féminin, notamment avec le Crêpes de Toulouse, qui est, je vous le rappelle, notre centre national de haut niveau d'entraînement et de performance, et avec lequel nous projetons d'ouvrir un pôle féminin qui sera dans un premier temps un lieu d'entraînement permanent pour les équipes de France bien sûr, mais aussi pour le haut niveau de chaque club qui sera regroupé régulièrement. Et puis nous espérons de la sorte pouvoir faire un peu d'émulation chez ce public féminin pour que des jeunes filles rejoignent le rugby à 13 et grossissent les effectifs des équipes. Ce type de communication vous séduit? Bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait sympathique. Voilà, c'est en dehors du temps et c'est ce qui fait son caractère éminemment sympathique. Bien, merci Dominique, merci Céline et merci Pierre. Nous poursuivons avec le sujet des féminines, avec notamment les championnes de France en titre, les DS catalanes, et autour du plateau, Guy Campourcy, l'entraîneur de cette équipe, mais également Margot Canal, joueuse internationale des DS catalanes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Allez. Bon, alors pareil, même cas de figure que pour les Carcassonnais en élite 1, eh bien, vous voilà premier au classement avec 7 victoires, dont 2 en Coupe de France. Vous êtes invaincus. Qu'est-ce qui peut vous arriver? De perdre. Voilà, non. Ce qui peut nous arriver, c'est peut-être de se croire trop vite arrivé et de déjouer là-dessus. Voilà, il faut pas. C'est pas parce qu'on est premier que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc il nous reste encore 3 matchs en championnat. Il y a la finale de la coupe. Donc voilà. Il peut nous arriver de perdre. Les équipes qu'on rencontre en face quand même ont du potentiel. Chaque fois qu'on est arrivé à les battre, ça a été, disons que ce sont sur des faits de match qu'on arrive à gagner. On n'arrive pas à dominer complètement. C'est sur des faits de match. Et après, c'est dans la tête que tout se joue. Voilà. On se connaît depuis très longtemps. Ouais. On avait joué ensemble au Barcarès. Vous m'aviez entraîné d'ailleurs au Barcarès 13. Alors, qu'est-ce qui change radicalement entre coacher les garçons et coacher les filles? Alors, coacher, je parle pour peut-être pas pour l'élite, parce que l'élite, j'ai jamais trop connu pour entraîner, mais tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire de l'élite 2. Honnêtement, les garçons, c'est très difficilement. Je pense qu'on manque beaucoup de sérieux. Surtout quand on est en dessous de l'élite 2, là, ça manque vraiment de sérieux. Les gars, ils prennent la licence, mais ils prennent une licence au loisir, ce serait la même chose. Ce que je retrouve avec les filles, c'est ce qui étaient les engagements d'avant. C'est-à-dire, elles sont là, elles viennent pour jouer, elles sont sérieuses.
Un exemple tout bête, hein, les derniers matchs que j'ai fait avec les garçons, rendez-vous à 6h, à 6h30, il fallait que je fasse jouer le 18e, ou des fois on partait à 15. Ça ne m'arrive pas avec les filles. Hein, 6 heures, si je dis 6 heures, à 5 heures, enfin 6 heures moins le quart, j'ai tout le monde. Donc voilà, ça c'est très important. Mario Canal, c'est vrai, c'est ce qui vous caractérise, c'est cette rigueur, cette ponctualité, cette façon d'apprendre le rugby de façon professionnelle finalement. Ouais, ben, je pense qu'il y a aussi un certain respect entre les staffs, les joueuses pour être à l'heure au rendez-vous, être le nombre aux entraînements. Du moins, on essaye, hein, parce que c'est pas évident avec la vie professionnelle de chacune et même la vie de maman pour certaines. Mais ouais, on essaye de respecter au mieux nos engagements. Alors justement, quelle est la façon de faire pour pouvoir bien remporter tous vos matchs, pour même rouler sur vos adversaires? Certains, j'ai entendu ça tout à l'heure, ils roulent sur leurs adversaires. Est-ce que c'est réellement le cas du côté des DS? Alors peut-être que les scores le laissent penser, mais c'est vrai que on prend trop souvent nos adversaires à la légère. On s'est fait d'ailleurs peur à domicile face à l'équipe de Bordeaux. Voilà, des fois on manque de sérieux. Je pense qu'on veut jouer aussi parce que le score est fait. Mais voilà, on perd des fois le plan de jeu que tente de nous faire appliquer Guy. Voilà, on essaye au mieux, mais c'est vrai que des fois il y a des petites envies. Alors sans ne rien dévoiler, les plans de jeu, quels sont les plans de jeu? Qu'est-ce qui est efficace chez DS, Guy? Bon, il faut dire déjà que sur l'ensemble des joueurs, on a une grosse majorité qui compose l'équipe de France. Et oui, bien sûr. Donc ça, c'est la facilité. Après, le plus difficile, je pense, au niveau des filles, c'est qu'on commence avec des filles qui sont en équipe de France et puis on a des filles qui débutent le rugby. Et ça, c'est le plus difficile. Il faut tout mettre en place, c'est ce qui est difficile. Après, c'est les mêmes choses que pour les garçons, quoi. Hein. Enfin, surtout pour moi, je demande de la rigueur. Et bon, quand elles arrivent à appliquer ce que je demande, ça me va très bien. Après, elles savent que si c'est pas appliqué... il y a le bâton, il y a la punie. Le bâton de Guy, je le connais, attention, il est redoutable. Les petits sont pas très droits. Exactement. Alors, le rugby à 13, c'est dans le département, c'est dans l'Aude, c'est en région Midi-Pyrénées, mais c'est également en Gironde, avec notamment le club de Bègle 13 et Sébastien Coromina, qui est le président de cette équipe, que vous connaissez très bien, qui entraîne également d'ailleurs les féminines, et que nous avons en direct au bout du fil. Bonjour Sébastien Coromina. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Guy, bonjour à la personnalité catalane. Sébastien Coromina, peut-être un petit message à faire passer à Guy Campourcy. Il me connaît depuis que je suis tout petit, donc c'est toujours un plaisir de le revoir et c'est un gros challenge de toujours être en face de lui parce que ça a toujours été un très grand entraîneur et ça l'est encore. Rien que ça. Oui, c'est flatteur. C'est un peu trop flatteur. C'est très certainement la réalité. Alors, les Dragons, les DS catalanes, pardon, sinon c'est un lapsus. Premier au classement, Bègle 13 féminin, 6e sur une équipe, donc sur un championnat de 6 équipes. Toujours est-il que Bègle 13 est venu dernièrement chez vous et vous aviez remporté ce rendez-vous, mais seulement que de 2 points. C'était le 25 février dernier, à l'occasion de la 8e journée. Vous avez gagné 28-26. C'était compliqué alors? Ça a été compliqué. Après, il y a beaucoup de filles qui étaient absentes pour ce match-là. On a eu dernièrement beaucoup de blessés. Et retrouver des automatismes sur le terrain, je pense, quand il manque des éléments clés qui portent habituellement le jeu, ça a pu perturber certaines filles. D'autres qui ont pris aussi les rênes de cette équipe et qui sont encore très jeunes. Mais les filles ont quand même fait le travail. Sébastien Coromina, quand on habite à Bègle, est-ce que c'est compliqué pour le déplacement? L'éloignement géographique, forcément, fait que ça peut être un handicap par moment? Effectivement, c'est un handicap. Aujourd'hui, Bègle, on est un peu excentré en termes de club. Alors, on a la chance d'avoir des catégories, des écoles de rugby, des U17 avec l'Aréole, des seniors avec l'Aréole et des filles donc, qui portent le nom de Bègle 13. Alors c'est vrai que c'est compliqué puisqu'on vient souvent dans le sud. Alors c'est chez moi, je ne vais pas me plaindre, mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Alors surtout sur ce déplacement-là, puisqu'il y avait en plus des autoroutes qui étaient bloquées, donc ça nous a mis un peu de temps, mais
Les filles ont sorti un gros match ce jour-là. On est arrivé, donc c'était un match à 9, hein, on est arrivé à 10. On en perd une gravement hein, ce jour-là, et c'est mes premières pensées vont vers elle, hein, vers Jeanne, qui a fait une grosse blessure ce jour-là. Mais oui, ils ont sorti un gros match. C'est l'esprit un peu de notre équipe avec, hein, c'est-à-dire beaucoup de solidarité. Hein. Beaucoup de solidarité, on l'a vu sur ce match-là à Perpignan face à la redoutable équipe des DS qu'on connaît tous et qu'on voit les résultats par le d'eux-mêmes. Et la solidarité qui est l'essence même du rugby à 13. Sébastien Coromina, quelles sont vos intentions dans cette fin de saison? Nos intentions, déjà il y a ce match de Coupe de France finale, on a la chance de pouvoir jouer avec les finales, on va récupérer des filles pour ce match-là, puisqu'on connaît quand même un problème d'effectif en ce milieu de saison. Mais ce match nous a permis de se régénérer, de rassembler un peu toutes nos filles pour justement se dire nous, notre fin de saison, ça sera ce match. Parce que le reste de la saison, avec l'effectif qu'on a, est plus compliqué que les autres. Simplement, donc. Voilà, ça serait un bonus, ça nous permet de bien finir la saison. Après, sur le championnat, on fera au mieux de ce qu'on pourra. Il faut savoir qu'on a reconstruit l'équipe depuis 3 ans. Depuis 3 ans, la première année, on a pu gagner le titre en D1. L'année dernière, on a reconstruit avec pas mal de nouvelles. Cette année, c'était de consolider. On a eu quelques problèmes internes qui ont fait qu'on a perdu quelques filles, mais là, on retrouve un groupe avec notamment des collaborations avec les clubs aux alentours de 15. C'est ça qui marche. Après, la double licence, on connaît les problèmes que ça a. Bien, un grand merci Sébastien Coromina. On vous souhaite tout le meilleur pour la fin de la phase régulière et pourquoi pas donc pour les phases finales. Merci à vous. Merci à vous. Très bien. Et bien après Sébastien Coromina, alors sans transition. Alors là, on change carrément de dimension puisqu'on va traverser la planète intégralement, puisque nous avons eu là, comme Sébastien Coromina, bien quelqu'un au téléphone, un joueur français, Guy Campourcy, que vous connaissez bien, j'imagine, vous aussi, Dominique Balou, et également vous, Margot. Il s'agit de Elliot Zenon, qui est parti en novembre dernier du côté de Townsville pour défendre les couleurs des Crushers de Townsville dans le 4e championnat australien. C'est quand même pas rien. Et puis, écoutez, il a l'air très heureux de vivre là-bas. C'est une expérience sportive, mais également humaine. Et on va lui poser quelques questions. Est-ce que la vie est douce du côté du Queensland? Ça va pas trop mal, pas trop mal. On va traverser des épisodes pluvieux, mais il fait bon vivre, plutôt chaud. Donc non, ça va. Donc, comment s'est passée ton intégration au sein de cette nouvelle équipe du Queensland? C'est une très sympathique communauté. Les Australiens sont super accueillants. Super attentionné, d'autant plus quand on vient de très loin comme les Français. Donc, franchement, des gens très amicaux et très serviables. Et comment se déroule ton quotidien dans la mesure où tu n'es pas un joueur professionnel? Ça a été compliqué un petit peu les premières semaines, du fait d'être nouveau, d'arriver dans des groupes totalement inconnus. Mais une fois passé la barrière des premiers entraînements, ça va de mieux en mieux, on crée de nouvelles affinités, on apprend à connaître les gens. On imagine forcément qu'il y a un sacré changement entre l'élite 2 quand tu jouais à Bao et puis la Queensland Cup. Le niveau de jeu, qu'il soit en France ou en Australie, c'est totalement différent. Ici, ça joue beaucoup plus rapidement, c'est un autre style de jeu. Et oui, c'est beaucoup plus rude, beaucoup plus rapide comparé à l'élite 2. Mais bon, j'ai su m'adapter à ce type de jeu. Bon, si on a bien compris, il faut redoubler d'efforts pour trouver sa place dans ce championnat. C'est ça, c'est exactement ça. On arrive de nulle part, personne ne nous connaît et personne ne sait ce dont on est capable. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre les bouchées doubles pour réussir à se faire sa place. Ouais. Merci Elliot Zenon. Et puis, comme on dit en Australie, donc, see you later, c'est ça? C'est ça, see you mate. À bientôt et au plaisir. Allez, nous allons faire encore un nouveau saut de kangourou après l'Australie, direction Pamiers vers Najouls. On va parler du championnat national avec le coach de Pamiers, le coach des loups, encore des loups, avec notre ami Patrick Limongi. Bonjour Patrick. Bonjour Alain, bonjour Président. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir les loups de Pamiers vers Najouls 13. Patrick Limongi, ancien arrière de Carcassonne 13, ancien international, depuis quelques années déjà coach. Oui. Ça fait un petit moment que ça dure Patrick. Coach? Oui. De suite après ma carrière de joueur, j'ai commencé entraîneur-joueur avec le Cabardès 13, qui est devenu le Varl. Et on a gravi quelques échelons déjà pendant 7-8 ans.
jusqu'aux portes de l'élite 2 à l'époque, mais bon, on n'avait pas franchi le pas à ce moment-là. Vous aussi, alors aujourd'hui, on a la crème de la crème, avec des équipes qui tutoient le classement. De votre côté, c'est la même chose. Vous êtes aujourd'hui invaincus avec votre équipe. On a l'impression que rien ne peut vous arriver à vous aussi. Oui, alors on était invaincus, mais on n'a pas perdu, mais on n'a encore rien gagné. C'est le problème. On n'est pas au football. Si on était au foot, je dirais que oui, on va voir quelque chose, mais c'est pas le cas. Là, les phases finales vont arriver, les cartes sont rebattues, et tous les qualifiés peuvent prétendre au titre. Alors Pamiers, c'est un Vernajoul, bien sûr, c'est un mélange d'anciens et de jeunes joueurs de talent. Il y a aussi des joueurs étrangers qui sont venus renforcer cette équipe-là. Donc c'est parfaitement équilibré, c'est ça? Alors, il y a 14 joueurs que j'appellerais historiques, parce qu'ils sont ensemble depuis qu'ils ont 10-11 ans avec Patrice Talieu, qui est la véritable cheville ouvrière du club. Et sans eux, sans ces garçons et sans Patrice, le club ne serait pas là aujourd'hui, certainement. Donc il faut les féliciter. Sur ce groupe, ce noyau, s'est rajouté 2 Apaméens mécanistes et un handballeur. Donc voilà, oui, un handballeur qui fait ses classes, mais qui a beaucoup d'attitude. Et 2 joueurs mécanistes qui adorent notre jeu et qui prennent un plaisir absolument incroyable à évoluer au rugby à 13. Et donc j'ai recruté par contre quelques garçons qui étaient en rupture pour certains, complètement, d'autres qui avaient besoin de se challenger un petit peu. Et le projet de Pamiers leur a plu et donc ils nous ont rejoints. Ils sont une dizaine de Carcassonne et des alentours, Carcassonne et les alentours, et donc 3 joueurs étrangers. Mais ça, c'était l'opportunité qui est arrivée suite à 2 grosses blessures en pré-saison, puisqu'on voulait doubler l'effectif, doubler les postes. Et on a eu 2 joueurs cadres qui se sont blessés pour longue durée. On avait recruté Renoud, joueur congolais, et grâce à lui, on a réussi à avoir un joueur australien et qui nous a dit, mais moi j'ai un cousin qui veut partir jouer en Angleterre avec son ami. C'est une affaire de famille finalement. Et du coup, comme on perdait 2 joueurs, on en a recruté 3. D'accord, très bien. Alors l'intention cette année, évidemment, c'est le titre et c'est la montée pour l'élite 2, c'est ça? L'intention, c'est la montée. Si c'est aussi facile que ça pour les titres, on dirait oui, bien sûr. Je reste prudent, je sais que c'est du sport et que la glorieuse incertitude. Mais la montée, oui. Ce sont le club, les dirigeants qui sont très actifs, très dynamiques, veulent replacer Pamiers sur la carte du 13 en France, sur la carte de l'élite du 13 en France. Et donc, oui, le titre, écoute, oui, on est bien parti. On sent toute la sagesse du coach, là. Hein, ah oui, tout à fait. Je suis très admiratif du travail que fait Patrick depuis déjà pas mal d'années à Pamiers, mais aussi, ils viennent de le préciser, celui qui est réalisé par les dirigeants, qui font un travail remarquable et qui va dans le sens de ce que peut souhaiter une fédération, c'est-à-dire qu'un club aussi prestigieux que Pamiers, puisque le Gallia Paméen avait porté haut et fort les couleurs rouges et blanches. Et donc nous sommes, très attentifs parce que nous souhaitons que Pamiers redevienne une des places fortes de rugby à 13, dans l'Ariège évidemment, mais aussi en Occitanie et sur la carte de France trésiste. Pamiers fait partie des clubs sur lesquels nous misons pour restructurer nos divers championnats. Et donc l'élite 2, qui est promise, on va pas se mentir, qui est promise à Pamiers pour l'année prochaine, sera, à mon sens, une étape intermédiaire. Bien, ben voilà. Oui, vous n'avez plus qu'à suivre le chemin. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est aussi... on essaie beaucoup de travailler sur la formation. Donc on a relancé l'école de rugby, on a une équipe cadet, on a quelques minimes. On est très heureux d'avoir pu accueillir Pierre-Yves Blasi en tant qu'agent technique de développement sur l'Ariège, qui à ce jour voit entre 250 et 300 jeunes les lundis et mardis sur Pamiers. Donc voilà, on n'a pas construit par le haut, on essaie de construire aussi par la base, ça me paraît important. Merci Patrick Limongi, on a bien compris. Merci à vous. L'avenir est en marche du côté des loups de Pamiers Vernajoul. Et bien voilà, c'est passé très vite cette émission finalement, Dominique Valcourt. Beaucoup trop vite. Puisque voilà, nous arrivons au terme de cette émission et on vous donne, écoutez, l'occasion de vous exprimer pour la dernière fois, au moins pour aujourd'hui.
Au moins pour aujourd'hui. Écoutez, de toute façon, je reviendrai. Si vous m'invitez, bien sûr, mais je reviendrai. Oui, il faut, je crois, dire un mot après avoir fait un balayage de nos différentes compétitions nationales. Je crois qu'il faut dire un mot aussi des compétitions internationales. Nous avons parlé du rugby à 13 féminin. Nos filles sont appelées à jouer leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde de 2026, le 13 avril à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Marmande, pourquoi Marmande? Parce que c'est aussi une façon d'aller un peu vers le territoire béglé dont on parlait tout à l'heure, Bordelot-Béglé. Et puis, ces filles donc joueront ce premier match contre la Grèce, le samedi 13 avril. Il y en aura d'autres puisque nous avons réussi avec l'European Rugby League et l'International Rugby League à qualifier au sens vrai du terme ces rounds qualificatifs pour la Coupe du Monde de championnat d'Europe. C'est-à-dire que toutes les compétitions qui vont se dérouler dans l'hémisphère nord en mettant trop prise des nations européennes, fussent-elles qualificatives pour la Coupe du Monde, porteront donc le nom de championnat d'Europe, ce qui nous permettra aussi d'avoir des compétitions et pourquoi pas de les gagner en Europe, ce qui nous apporterait des points au ranking international, et ça c'est toujours utile. Voilà, donc les filles bien sûr, puis les garçons, le premier match sur ce même modèle sera contre l'Angleterre au mois de juin, avec des rencontres à venir à l'automne. Voilà, une activité internationale bien remplie, nos U19, nos U17. Je voudrais aussi rappeler que notre ami Patrick est le coach aussi de ces équipes de jeunes, d'une de ces équipes de jeunes. Et donc, elles auront pour les U17 deux test matchs à jouer à Nantes. Et pour les U19, un match en Angleterre début juillet et une Coupe d'Europe en Serbie du 15 au 20 juillet. Voilà. Vous n'allez pas chômer, Patrick Limongi. Hein, voilà. Le programme est plutôt consistant. Ouais, plutôt consistant. Eh bien, c'est parfait tout ça. Nous arrivons au terme de cette première émission de 13 Mag. Le mois prochain, donc au mois d'avril, nous nous trouverons du côté d'Albi pour le numéro 2. D'ici là, portez-vous bien, trésissez-vous bien. Salut à tous.